Voilà. J'ai même pas de titre, j'ai rien. Si donc, on peut mettre... Ouais, tu veux qu'on mette quelque chose? Non. C'est bon. Alors, on va reprendre cette journée en remerciant celles et ceux qui sont revenus cet après-midi. Donc, pour une deuxième session qu'on a intitulée « Quand l'ailleurs permet de penser l'ici », même si vous avez vu qu'on avait déjà commencé cette réflexion ce matin. Et donc, nous aurons quatre conférenciers cet après-midi, organisés comme ce matin en deux sessions, deux parties. Donc, pour le début d'après-midi, nous allons écouter Florence Dupont, professeure émérite à l'Université de Paris-Cité, qui a écrit et publié de nombreux ouvrages sur lesquels je ne vais pas tous revenir puisque... Aucun, c'est mieux. Voilà. Mais peut-être quand même citer deux ouvrages qui comptent pour aujourd'hui, pour nous. Hein. Façon de parler grec à Rome avec Emmanuel Vallet-Cagnac. Et puis l'histoire littéraire de Rome parue il y a quelques petites années qui exposent des enjeux directement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, Florence va nous parler de la Grèce comme altérité incluse à Rome, les Literae Latinae. Donc Florence, tu as la parole et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, alors vous attardez pas au titre, ça paraît un peu obscur au début, puis vous comprendrez de quoi il s'agit. En fait, ce dont je vais vous parler, c'est renvoi, pardon. Ah oui, attends. Je recommence. Non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est ça. C'est rien. C'est que on n'entendait rien. Rien. Bon. Génial. Si vous n'entendez pas, vous dites. Hein. Bon, alors donc, je recommence pas, c'est pas la peine. En fait, il s'agit de. Enfin, ça remonte à une ancienne recherche collective qui aboutit donc à 2 livres dont vient de parler Marie. C'est bon? Qui est donc Façon romaine de parler grec, et ensuite, et en même temps, à la même époque, en 2005, vous voyez que, bon, vous n'étiez pas né, mais pour moi, c'est hier, donc il y a un peu un décalage. Et aussi, le second titre va être plus lié à aujourd'hui, c'est « Et si les Romains avaient inventé la Grèce ?» Alors, d'abord, c'est provoquant, j'espère que ça vous réveille. Et ensuite, ça nous met directement sur l'ailleurs. En effet, bon, aujourd'hui, on parle de l'ailleurs, et on va voir comment l'altérité culturelle, c'est-à-dire la construction de la Grèce comme culture autre à Rome, va aboutir à la création, je dis bien la création du terme de Graecia, c'est-à-dire d'un territoire, le territoire des Grecs, qui a été en fait une invention romaine. Alors j'espère que ça vous bouleverse, parce que ça va servir de fil conducteur. Et si ça ne vous bouleverse pas, alors je vais faire des gros efforts. Alors, donc en fait, à partir d'une altérité culturelle, on va voir comment on produit une altérité spatiale. Hein. Autrement dit, ce terme de Graecia, qui pour nous est la Grèce, correspondrait au territoire, à un territoire, eh bien, c'est pas une donnée première pour l'Antiquité. Alors, donc, comment ça s'est passé? En fait, on a Rome, et Rome, si vous voulez, on a trop l'habitude, et ça c'est en particulier à cause de notre passé scolaire et universitaire, on dit la Grèce et Rome. Mais la Grèce et Rome, ça n'a aucun sens. Franchement, aucun sens, hein, sauf quand c'est les Romains eux-mêmes qui le disent, mais c'est beaucoup plus tard. Hein. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a une Rome une cité romaine, hein, qui longtemps est plus ou moins grecque. Hein. On va voir comment, mais comme toutes les cités d'Italie pré-romaines, c'est-à-dire que la Grèce n'est pas une donnée. Hein, on a un monde où il y a des Étrusques, des Romains, mais qui sont plus ou moins grecs. Et puis tout au sud, on a des cités grecques. En fait, on n'a rien de très précis. Hein, et c'est au milieu de ce monde, dans ce monde un peu flou, hein, en ce qui concerne les Grecs, des gens qui disent nous les Grecs, mais qui disent pas nous les Grecs, qui disent nous les Hellènes, etc. On va voir hein, une cité, Rome,
qui, pour s'affirmer comme différente, pour affirmer son identité, va s'affirmer à partir d'un ailleurs, de gens qui sont autres, et que les Romains vont appeler les Grecs. Je laisse entrer. Je ne sais d'ailleurs pas si vous entrez parce que vous avez perdu l'essentiel, vous ne comprendrez rien. Voilà. Bon. Alors, donc on a une création, on va voir une création de la Graecia. Et qu'est-ce que ça va être, la Graecia? C'est un territoire habité par des Graeci, qui sont des gens différents. Et alors, simplement, je vous dis au passage que ce terme latin Graecus n'est pas un terme grec, n'est pas emprunté au grec, pas plus que le terme Graecia qui en est déduit. On a en fait, le terme Graecus est un terme latin dont on ne sait pas trop d'où il sort, peut-être de l'illyrien, mais qui a donc été d'emblée utilisé par les Romains pour cibler des gens qui n'étaient pas eux, et qui n'étaient pas non plus les Hellènes, et qui étaient les Graeci. Bon. Et à partir de ces Graeci, qui vont en particulier rencontrer en Italie du Sud, est formé le terme Graecia, le territoire, et qui est formé, alors on a vu ça un peu ce matin, qui est formé selon une habitude romaine qui consiste à désigner la provincia. C'est-à-dire une provincia, un territoire sous domination romaine, reçoit un nom qu'il ne s'était pas lui-même donné, et qui est donné par les Romains à partir du nom des habitants ou d'un bout des habitants. Alors c'est toute une procédure assez étonnante parce que c'est comme ça que vous avez la Gaule, qui est quand même aussi une invention romaine, l'Ibérie, etc. Et donc, et pourquoi? Parce qu'il faut organiser tout ça, puisque vous allez avoir des territoires, une provincia, avec un proconsul, etc. Donc en fait, vous allez cette organisation de l'ailleurs de Rome, qui est un ailleurs, on verra, c'est quand même un ailleurs, les territoires sous domination romaine reçoivent des noms. Et avec d'ailleurs, alors juste une remarque parce que ça peut être intéressant pour l'époque contemporaine, c'est que ce sont ces noms donnés par les Romains à des bouts de territoire qui sont aujourd'hui revendiqués, qui ont été revendiqués en particulier au XIXe siècle par toutes les communautés qui se sont constituées en nations. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc par exemple l'Espagne, voilà, que nous sommes l'ancienne Ibérie, nous sommes des Ibères. Bon, ce qui est évidemment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça n'a aucune espèce de sens. D'abord parce que les Ibères, c'est un nom que les Romains ont donné à tous les habitants de la provincia Iberia, et que depuis, il y a quand même des gens qui sont passés, et que donc l'identité ibérique de l'Espagne, c'est un grand fantasme qui vaut celui des Gaulois. Voilà. C'était juste pour vous dire l'intérêt de regarder un peu l'Antiquité lorsqu'on est aujourd'hui affronté à des tentations identitaires. Voilà. Alors, je vais donc, maintenant que vous avez vu en gros le paysage, je vais vous raconter les choses de façon plus précise. Donc, à époque historique, quand j'ai dit époque historique, c'est-à-dire à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, alors, une partie de la... alors j'ai dit, je ne sais pas si je dois dire civilisation ou culture, c'est deux termes piégés, enfin je vais dire civilisation romaine. Une partie donc de cette civilisation romaine est grecque, et elle est qualifiée comme telle par les Romains. Alors, un des exemples de cette partie de la civilisation romaine qui est grecque et qualifiée comme telle a été bien étudié par John Scheid, et ça a été d'ailleurs le point de départ de notre travail collectif, puisque une partie des rituels de la religion romaine la plus traditionnelle sont appelés ritus, puisque c'est un pluriel, ritus graeci, ou bien c'est ce qu'on appelle le ritus graecus. Donc on a une façon de sacrifier, etc., à Rome, qui est le ritus graecus,
donc rite grec si vous voulez, sans que ça ait jamais rien de grec. C'est-à-dire que ça ne vient pas de Grèce, etc. Hein, c'est le ritus grecus. Il y a un très bon article de John là-dessus, dans Métis, que je vous ai signalé tout à l'heure. Hein. Donc, vous avez ce ritus grecus, c'est donc un rite romain qualifié de grec, sans que ce qualificatif indique une origine. Hein. Donc, c'est de l'autre à l'intérieur. C'est ce que j'appelle l'altérité incluse. Hein. Et donc, vous avez le ritus grecus dans la religion, mais dans la civilisation romaine, tout ce qui est les plaisirs de l'otium sont entre guillemets grecs. Ils ont cette altérité grecque. Hein. Et il y a un verbe latin qui est graecari, qu'on trouve chez Plaute, et qui signifie tout simplement faire la fête, puisque faire le grec, c'est faire la fête, et on peut même faire... il y a des composés à partir de ce graecari quand vous faites particulièrement fortement la fête. Hein. Donc, c'est quoi faire le grec, hein? C'est en particulier boire dans les banquets, faire l'amour, chanter et faire de la philosophie. Tout ça étant sur le même plan, peut-être pas pour vous, mais pour les Romains, oui. Ah, et il ne s'agit pas, attention, c'est faire le grec, mais ce n'est pas une pratique exotique, hein, puisque hein, ça fait partie de la civilisation romaine. Hein. Vous n'êtes pas un bon Romain hein, si vous ne faites pas la fête, etc., etc. Bon, donc, il y a cette part d'otium qui est, entre guillemets, grecque. Donc, ne pas faire la fête, ne pas faire le grec, c'est comme ne pas célébrer le ritus grecus, c'est-à-dire ne pas être un Romain complet. Alors, oui. En même temps, si vous voulez, le terme grecus, donc, qui est utilisé pour indiquer cette altérité à l'intérieur, pourquoi c'est une altérité? Puisque la Grèce n'existe pas comme territoire, hein, mais elle désigne des gens. Hein, Graecus, les Graeci. Hein, et là, je vais citer John Child, qui dit à ce point de vue-là, sur ce sujet, les critères rituels, mais aussi culturels, qui président à l'élaboration de la Grèce, de l'image de la Grèce, ne permettent pas tant de reconstruire une Grèce, même imaginaire, à travers les pratiques culturelles, que l'envers d'une identité romaine en train de s'affirmer. C'est-à-dire qu'en fait, cette Grèce, elle est fabriquée comme un autre intérieur, hein, mais de telle façon que ce qui est plus proprement romain soit ainsi identifié. Alors, vous aurez droit à des questions tout à l'heure, si ça vous semble compliqué, mais j'espère qu'à force, ça va devenir clair. Hein. Donc, vous avez donc cette part intérieure, cette part grecque hein, de Rome. Alors, cette part grecque de Rome, non seulement désigne l'ensemble des plaisirs, mais elle sert aussi de marqueur social pour ceux qu'on appelle la nobilitas, et qui sont donc les nobles, on dit en gros la classe sénatoriale. Donc, vous avez tout ce qui relève de la culture littéraire, hein, tout ce qui est caractéristique de la nobilitas, hein, qui est un marquage social, tout ça est grec. C'est-à-dire que nos petits Romains nobles, lorsqu'ils apprennent la lecture et l'écriture, c'est en grec, uniquement en grec, au moins jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Hein, et la langue de culture et le grec, c'est donc un signe de distinction, mais c'est aussi la langue des esclaves, hein, qui viennent de tout l'espace méditerranéen. Donc en fait, il y a un espace linguistique grec qui est celui de la noblesse et de tous ceux qui aspirent à entrer dans la noblesse. Cela, en gros, jusqu'à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, vous verrez pourquoi. Donc on a une société romaine avec cette noblesse qui parle grec, et pratiquement uniquement grec. Vous verrez pourquoi. Vous avez donc le grec qui est la langue de culture et de la nobilitas. Vous avez le latin. Vous allez me dire le latin. Le latin, c'est la langue politique, religieuse et identitaire, hein, vers l'extérieur. Pour les autres, les Romains sont on utilise le latin, mais vous verrez
pas vraiment. Hein. Et puis vous avez, chaque romain a donc le grec, le latin et une langue vernaculaire, hein, c'est-à-dire une langue locale. Par exemple, Varron parlait le sabin. Donc, vous avez ici, sur le modèle du ritus graecus, vous avez le grec, hein, comme langue de la nobilitas, de la culture grecque, de l'otium romain, hein, mais aussi, c'est le même grec avec lequel Rome dialogue avec les cités grecques, les cités qui sont elles-mêmes grecques. Hein. Donc, vous avez ce qui est grec, hein, et à l'intérieur de Rome, et aussi à l'extérieur. Hein. Voilà. C'est pour ça que je parle d'une altérité, hein, qui n'est pas encore ciblée dans un territoire, dans un ailleurs, mais qui est bien une altérité, mais qui est incluse puisqu'elle fait partie prenante de Rome. Alors, maintenant, on va voir comment l'extériorisation du grec, c'est-à-dire le grec va plus être seulement une partie de Rome, mais quelque chose qui est à l'extérieur, et on va voir la constitution donc de l'ailleurs, de la Graecia. Alors, c'est lié à quoi? À un événement historique qui a duré sur plusieurs siècles, hein, qui est la promotion du latin, hein, comme langue de culture et de loisirs, hein, et qui va plus seulement être la langue politique. Je vous rappelle, le grec, c'est la nobilitas, la langue de la nobilitas, des esclaves et de la culture, et le latin était la langue de la politique, de la religion, hein, et de la religion et du droit aussi. Hein. Donc, vous avez celle qui est à l'origine de cette formulation la plus claire n'est pas là, hein, c'est Emmanuelle Valette, mais c'est elle qui elle a bien montré, hein, que, en fait, cette promotion du latin, ça a consisté à faire du latin aussi une langue de culture et de loisirs, c'est-à-dire, et aussi une langue qui va progressivement s'apprendre, hein, c'est-à-dire que le latin devient un autre grec. Et en latin, vous avez altera lingua, vous savez, c'est cette utilisation, hein, des pronoms, l'un et l'autre, lorsqu'il n'y en a que deux. Hein, alter, alter. Bon. Eh bien, le latin et le grec sont donc les deux langues qui vont avoir maintenant le même statut avec un dédoublement de la culture et donc l'affirmation d'une altérité réciproque. C'est-à-dire que vous avez une extériorisation du grec dans la mesure où elle n'est plus la seule langue romaine de la culture, elle est l'autre langue. Bon, donc, je vous rappelle, donc les enfants, ce qui va se passer, c'est cette promotion du latin est aussi va se faire sur le modèle du grec, hein, puisqu'avant, les enfants sont donc alphabétisés en grec, hein, et même, alors, ça c'est pour vous amuser un peu, hein, je sais pas d'ailleurs, ben si quand même, les sénateurs, les grands sénateurs, à l'époque de Cicéron, ils ne savent pas écrire le latin. J'espère que ça vous perturbe un peu. Hein, ils ne savent pas écrire le latin. Hein, et ils savent le latin par oral. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont appris l'éloquence en allant... tous les Romains racontent ça, ils sont petits, ils vont avec leur père, leur oncle, etc. Ils vont au Sénat, ils s'accrochent à la toge, ils écoutent, etc. Donc vous avez ils sont immergés dans le latin oral du Sénat, hein, mais ils ne savent pas lire et écrire le latin, ou très peu. Hein. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, il y a des gens très savants qui ont montré ça. Hein. Et ils ne savent pas le latin. Par exemple, Cicéron, alors qui lui n'appartient pas à cette nobilitas, je vais revenir dessus, hein, il rapporte que les sénateurs utilisent les services des chevaliers italiens qui sont literati, c'est-à-dire qui savent le latin, quand ils ont à rédiger des lois. Et précisément, Cicéron est un de ces chevaliers italiens, hein, qui est literatus, hein, et qui donc sait, lui, le latin. Hein, mais dans cette promotion du latin, hein, qui est donc aussi une promotion d'une classe sociale, hein, celle des chevaliers, hein, Caton est le premier, le plus ancien. Donc en fait, on a une promotion du latin
qui n'est pas comme ça, ne tombe pas du ciel, qui est un mouvement initié par les chevaliers. Alors pourquoi les chevaliers sont... Vous savez, c'est la deuxième classe dans la société romaine. Ils sont généralement issus d'Italie. C'est qu'en fait, à cette époque-là, c'est-à-dire deuxième siècle, à partir du deuxième siècle, il y a une promotion politique. Je ne rentre pas dans les détails, mais ils peuvent intégrer la classe sénatoriale. Et donc, en fait, il y a une opposition de culture entre la culture latine, qui est celle des chevaliers italiens, et Cicéron en est un exemple, et puis la culture grecque, qui est celle de l'ancienne nobilitas. Et vous avez d'ailleurs un duo comme ça bien connu, qui est celui de Caton contre Scipion, les Scipions représentant cette élite romaine hellénisée, et Caton qui prétend ne pas savoir le grec, ce n'est évidemment pas vrai, mais qui n'a pas la formation culturelle en grec de la noblesse. Donc, c'est intéressant cette affaire parce que où est-ce que les chevaliers vont apprendre le latin? Il y a tout d'un coup, comme ça rapporte, il y a généralement des Grecs d'ailleurs, mais pas forcément, ça peut être des Italiens, qui ouvrent des écoles, et c'est les rhéteurs, rhétoresses latini, ils ouvrent des écoles pour enseigner l'éloquence latine, puisque les pauvres chevaliers n'étaient pas formés. Et alors qu'ont fait les sénateurs? Ils ont interdit l'enseignement de la rhétorique latine à Rome, donc c'est pour vous dire que ce pas des fantasmes, et ils les ont chassés. C'était l'époque de Cicéron. Alors, donc, vous avez maintenant vous avez une culture grecque, et à côté, ce que j'appellerais une contre-culture latine. Et c'est à ce moment-là que se constitue la figure devenue mythique du vieux romain. Parce que le vieux romain n'est pas une vieille image, c'est une image moderne, qui a été promue donc par ces chevaliers latinisés. Donc on a l'image identitaire du vieux romain derrière sa charrue. Vous connaissez, vous savez, il est rustique, il est mal lavé, il n'est pas habillé, il ignore les plaisirs grecs et les parfums. C'est le fameux Cincinnatus derrière sa charrue. Et donc, évidemment, c'est une figure qui n'a jamais existé, mais qui est reportée dans le passé en disant « c'est nous les vrais Romains qui ne savions pas le grec ». Voilà. Bon, donc, si vous voulez, c'est une contre-culture identitaire, et du coup, et c'est là où on en arrive, la Grèce devient l'extérieur de Rome. Elle devient, vous voyez, Cincinnatus, lui, il n'aurait pas connu les plaisirs grecs, etc. Donc, tout ce qui est grec à Rome serait venu de l'extérieur plus tard. Mais évidemment, ça ne tient pas la route 5 secondes quand on voit la réalité historique. Mais donc, la Grèce devient l'extérieur de Rome, et elle devient un espace, un territoire, d'où viendrait tout ce qui est grec. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce terme de graekia qui est utilisé, et la première exemple qu'on a, c'est chez Plaute, vous voyez. Donc, il est question d'ailleurs, c'est assez intéressant, de la Graecia exotica, c'est-à-dire en fait la Grande Grèce, c'est-à-dire la botte de l'Italie, et incluant ou pas la Sicile, et on le retrouve, la Magna Graecia, chez Cicéron. Donc, voilà, on avance. Donc voilà, on est dans cette situation désormais. Donc on est l'époque de Cicéron, en gros, 1er siècle avant Jésus-Christ, avec la situation suivante. On a donc deux langues concurrentes, deux langues de culture concurrentes, une qui est bien installée chez l'ancienne nobilitas et d'une façon générale à Rome, et tout ce qui va avec, les plaisirs du banquet, la philosophie, etc., donc tout l'otium culturel. Et en face, vous avez des textes latins qui sont promus par une classe sociale, entre autres. Il ne faut pas non plus être trop rigide, mais en tout cas, en gros, c'est Cicéron, Caton, Varron,
qui donc font la promotion du latin et de la culture latine, hein, et d'une identité romaine. Hein. Et alors pour ça, il faut qu'il y ait des textes. Hein. Et c'est comme ça qu'on arrive à la création des Literae Latinae, ou les lettres latines, qui sont sur le modèle des textes grecs, puisque ces textes grecs servent de base et de référence au grec, à la langue grecque, puisque la langue latine est une altera lingua, puisqu'elle est la même chose que le grec, il lui faut aussi son corpus, hein, de lettres latines. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce corpus des Literae Latinae va être constitué par des traductions des textes grecs. C'est-à-dire qu'à chaque texte grec devra, ou à chaque auteur grec, devra correspondre un auteur latin. Bon, donc, mais plus malin que ça, c'est que non seulement il y aura un auteur latin, mais il faut que le grec reste visible à l'intérieur de ce nouveau texte latin. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme un palimpseste. C'est-à-dire que vous avez le texte latin et en dessous, vous avez le texte grec. Alors, ce qui fait que ça a complètement déboussolé les critiques littéraires pendant des années, qui ont expliqué que les latins, ils avaient tout copié, puis qu'ils n'étaient même pas capables de copier bien, puisqu'ils n'avaient aucune originalité. Enfin, je vous passe toute la littérature romantique sur le sujet. Hein. En fait, donc alors, c'est là où on retrouve, hein, cette altérité incluse. C'est-à-dire qu'en fait, les textes grecs sont installés à Rome, mais en gardant un petit côté, enfin, une marque grecque. C'est-à-dire, en fait, le texte ancien. Et alors, quand on regarde, c'est ce que je fais, les premières Literae Latinae, c'est-à-dire à la fin de la République, jusqu'à Auguste inclus, chaque nouveau auteur latin, hein, puisque les écrivains romains sont passés du grec, ils ont commencé par écrire en grec, après ils ont écrit en latin, à chaque fois, il se pose comme double, il se place comme double d'un auteur grec. Et alors, je vais juste vous donner un exemple parce qu'il m'avait bien plu, puis il n'est pas très... Alors, je passe sur Virgile, etc. Hein, c'est l'histoire de Salluste. Salluste, c'est qui Salluste ? Alors, Salluste, bon, il veut faire Thucydide. Il avait le choix, puisqu'il devient le premier historien romain écrivant en latin. Hein, il avait comme exemple le choix entre Hérodote et Thucydide. Il a décidé qu'il serait le nouveau Thucydide. Et alors, il est cité par Sénèque le rhéteur, qui explique comment il est au niveau du style le nouveau Thucydide, et il explique que Salluste est plus thucydidéen que Thucydide. Alors, en effet, qu'est-ce qui caractérise Thucydide ? Comme on le dit dans les écoles, je ne suis pas sûr que ça soit la vérité, mais enfin bon, c'est comme ça, seulement ça. Hein. Il est concis. Alors, Sénèque le rhéteur cite une phrase de Salluste, hein, qui est une reprise d'une phrase de Thucydide, mais en plus concis. Alors, vous avez la phrase de Thucydide qui est donnée en grec dans le texte donc de Sénèque le rhéteur, Controverse 9, 2, 26. Vous avez donc... Alors, je vous donne les traductions françaises. Thucydide écrivait « Les exploits extraordinaires occultent et voilent les fautes de tout le monde. » Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne chez Salluste ? Les succès extraordinaires cachent les vices. Alors, qu'est-ce que dit... il commente comme ça Sénèque le rhéteur. Bien que la principale qualité de Thucydide soit la concision, Salluste le surpasse encore sur ce point et l'a vaincu sur son propre terrain. En effet, aussi brève que soit la phrase grecque, on peut la réduire en gardant son sens. Il coupe occulté ou voilé, coupe de tout le monde. Bon, le sens subsistera, même s'il n'est plus aussi élégant. L'essentiel y est, mais supprimer un mot de la phrase de Salluste et le sens est perdu. Voilà. Bon, c'est pas passionnant, mais c'est un exemple, quoi.
ça vous montre bien la façon dont ils écrivent. Donc, et lorsque vous prenez toute la littérature républicaine, à chaque fois, vous pouvez trouver quel est le modèle sous-jacent et les signes de sa présence en dessous. Donc vous voyez, on a bien un texte latin qui est aussi un texte grec. Alors, pour conclure, bon, vous avez donc la promotion donc, du latin, qui consiste à faire un autre grec, aboutit à ceci. C'est depuis l'intérieur de Rome que se creuse un ailleurs, puisque c'est en créant une identité romaine que la Grèce est ailleurs. Mais cette identité romaine, elle est à la fois pas grecque, puisque c'est du latin, et grec, puisque c'est un texte traduit du grec. Donc, on a ainsi deux Grèces, l'incluse, qui est une des dimensions de Rome, et l'exclue, qui est celle que Rome combat et qui risque de l'altérer. Ça, on retrouve Cincinnatus, Caton écrivant à son fils, et blablabla, et blablabla. Bon. Alors, donc, c'est pour ça que les literae latinae sont, j'en ai parlé aujourd'hui, puisque c'est ça qui crée le face-à-face et la Grèce comme ailleurs. Donc, elles sont par excellence de l'altérité incluse, grâce à la traduction, mais en même temps, elles sont extériorisées. Et donc, les literae doivent conserver leur altérité dans la traduction. Plaute ou Salluste sont à la fois identité latine et en même temps grecque. Je vais juste terminer sur une image. Voilà. Cette politique de la langue identitaire et des textes grecs traduits en latin a eu son monument, élevé par Octave, juste après la bataille d'Actium. C'est la bibliothèque d'Apollon. Alors, on pourrait faire beaucoup de commentaires sur cette bibliothèque d'Apollon, mais comme j'ai plus le temps, et que je suis même en retard, je vais éviter les grandes phrases. Alors, donc, en fait, qu'est-ce que c'est? On a le temple d'Apollon sur le Palatin qui est élevé à l'occasion de la victoire d'Actium, c'est-à-dire d'Octave sur Antoine, c'est-à-dire, et qui est souvent présenté par les Romains eux-mêmes comme la victoire de l'Occident latin sur l'Orient grec, puisque Antoine, avec Cléopâtre, s'était justement enlisé dans les plaisirs grecs, etc., etc. Bon, donc on a ici c'est la victoire sur l'altérité exclue. Donc on a le temple, mais dans ce temple, il y a une bibliothèque. Et cette bibliothèque est composée de deux ailes. Dans l'une, il y a les textes latins, et dans l'autre, les textes grecs. Alors, il n'y a pas beaucoup de textes latins, il y a beaucoup de textes grecs, et les contemporains d'Octave, en particulier Horace, disent, mais il faudrait remplir ça, allez, faites un effort, écrivez. D'ailleurs, c'est la même chose que Cicéron dit, écrivez en latin, il faut remplir la bibliothèque latine. Enfin, c'était avant, mais bibliothèque latine. Donc, en fait, on a donc ça, mais vous voyez que c'est pas latin-grec. C'est grec pur et dur, d'un côté, et puis c'est des auteurs latins, mais qui traduisent des auteurs grecs, et il faut que ça soit visible. Donc on a ici la constitution d'un ailleurs, d'une Grèce qui est dédoublée, quoi. Il y a la Grèce ailleurs, l'extériorité, et puis il y a celle qui est comme une altérité incluse, jusqu'au jour où Rome sera officiellement bilingue, et on a l'expression des deux literae sera nostrae utraeque literae, c'est-à-dire qu'en fait tout l'ailleurs se retrouve dedans, ce qui correspond à l'impérialisme romain qui a conquis le monde. Et les provincia sont maintenant dedans, etc. etc. Bon, vous pouvez faire la suite tout seul. Voilà. Merci beaucoup. J'ai un peu débordé, mais j'ai commencé